Et donc, allons-y, commencerons par cette petite expérience. Vous êtes prêts? Superbe. Donc là, normalement, il y a un bruit que vous avez entendu. Ça fait huit. Vous savez, le bruit, le fameux bruit quand on reçoit un message. Donc, je vais vous le faire à la bouche parce que le son ne marche pas. Donc, hut. Vous l'entendez un peu? C'est parfait, super. Génial. Génial. Donc merci d'avoir tous levé la main, c'est sympa, même s'il n'y avait pas le son. C'est important quand même que vous leviez la main, parce que sinon après ça me fout en l'air toute la présentation, donc c'est vraiment très cool de votre part. Non, le but de cette expérience, en fait, tout bête, c'est de vous montrer que quand vous avez une bulle comme ça et un texte écrit dedans, et ben vous lisez le texte. Alors que normalement, quand il y a du texte écrit sur un écran, ben vous ne le lisez pas. Et donc en fait, et ça pour moi, c'est un petit peu toute la magie des chatbots, et c'est ce pourquoi, c'est ce qui m'amène aujourd'hui en fait à vous parler de chatbots, et c'est ce qui nous fait penser que c'est un truc si bien, si génial les chatbots, et c'est pour ça qu'on en parle. Donc merci d'avoir levé la main, c'est cool. Mais en général, pour ne rien vous cacher, cette expérience ne rate pas, c'est-à-dire que les gens lèvent tout le temps la main quand même. Donc voilà, donc bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Olivier, je viens vous parler de chatbot. Vous savez ce que c'est qu'un chatbot, j'imagine, évidemment. Mais bon, au cas où, quand même, je vous fais le petit débrief. Un chatbot, c'est quoi? C'est la contraction de deux mots. Un mot qui est chat, qui veut dire discuter en anglais, et un autre mot, bot, pour robot en anglais. Et donc finalement, un chatbot, c'est quoi? C'est jamais que un robot qui discute avec vous. Donc, quand on a dit ça, on a dit plein de choses et à la fois on n'a pas dit grand-chose. Donc on va aller un peu plus en profondeur dans ce que sont que les chatbots et comment on pense qu'il faut s'en servir. Donc voilà, mais avant ça, je voudrais vous donner juste un tout petit peu de feedback sur qui je suis, sur qui on est chez Lunabi Studio. Donc Lunabi Studio, on est un studio de développement d'applications mobiles natives. On fait des apps depuis 9 ans. Et donc, en gros, on a commencé de faire des apps natives quand les App Store ont démarré. Donc, on a sorti nos premières apps sur l'App Store de Apple en 2008, si j'ai pas de... Enfin, oui, en 2008. À l'époque, il y avait 10 000 applications sur l'App Store. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Donc voilà, il s'est passé un peu de trucs entre les deux. Et pendant ces 9 ans, en fait, on a connu plein de tendances, de nouveaux paradigmes de développement, d'interface, etc. Donc, on a commencé au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec un truc qui s'appelait le skeuomorphisme. Donc, il fallait en fait faire que dans l'écran d'une application, les interfaces ressemblent à la vraie vie. Donc, c'est là qu'on avait des interfaces qui ressemblaient à des étagères en bois avec les rainures du bois, des livres qui ressemblaient à des vrais livres, même un peu vieux. Plus c'était vieux, mieux c'était, etc. Et donc on a connu ça, on a connu le flat design, on a connu plein de tendances comme ça. Et en fait, on pense qu'aujourd'hui, les chatbots, c'est réellement un nouveau truc qui est en train de se passer, qui est en train d'arriver, et qui va vraiment changer la façon dont on conçoit des interfaces utilisateurs. Et donc, si je dois vous résumer en une seule phrase, ce qu'on a appris, en fait, toute notre expérience de faire des applications pendant 9 ans, je dirais ça. Alors, c'est une phrase qui contient pas mal d'emojis. Évidemment, comme on est sur une presse sur les chatbots, il faut quand même qu'il y ait des emojis. Mais donc, la phrase, c'est quoi? C'est app égale humain. C'est humain, les 3 emojis là. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait que le rapport qu'on a avec une application mobile, il est hyper proche du rapport qu'on a avec un être humain. Et plus généralement, le rapport qu'on a avec notre smartphone, il est très proche du rapport qu'on a avec un autre être humain. Voire même avec un autre être humain qui serait hyper intime, genre un doudou, quoi. D'ailleurs, enfin, vous le voyez, vous regardez autour de vous, dans le métro ou quoi, tout le monde, mais littéralement tout le monde est sur son smartphone, etc. Et
c'est quelque chose qui est très très proche de nous, c'est quelque chose qui est très intime. Et du coup, comme c'est très intime, on s'attend à ce que ça nous ressemble quelque part un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'on a ce rapport qui est littéralement presque un rapport humain avec les applications qu'on utilise. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on attend d'une application quand on dit que le rapport avec cette application doit être humain? Eh ben, une des choses qu'on attend, c'est que l'application ait une personnalité. On n'a pas envie d'un truc trop flat, trop lisse, on a envie qu'elle ait une personnalité, qu'elle ait un peu de peps, etc. C'est ça qui donne envie, quelque part, de découvrir une nouvelle application. Et puis, une autre chose qu'on attend d'une application, pourquoi pas, hein, soyons fous, c'est qu'elle soit intelligente. Et donc, les chatbots, ça va nous aider beaucoup à remplir en fait ces deux attentes qu'on a vis-à-vis d'une application. Alors pourquoi et pourquoi un chatbot c'est si génial? Alors le premier truc, c'est que, et c'était l'expérience qu'on a fait au début, quand un chatbot parle, on l'écoute. On l'écoute attentivement, on lit ce qu'il y a dans la bulle de message, toujours, instinctivement, parce qu'on a l'habitude de communiquer comme ça tout au long de tout ce qu'on fait. On échange via des messages, via WhatsApp, via Messenger, via tout ce qu'on veut. Mais on échange en permanence via ces bulles de messages et donc on lit ce qui est dedans. L'autre truc, donc, c'est que comme un chatbot, il parle, il utilise un langage qui est parlé et du coup, il peut faire des blagues, il peut être drôle, il peut mettre des smileys, etc. Beaucoup plus que dans un écran, dans une interface standard qu'on aurait avec une application. Et du coup, le chatbot, comme il peut faire des blagues, il peut être drôle, etc., il peut, quelque part, faire preuve de personnalité. Il peut réellement avoir une personnalité, avoir un caractère de dingue. Un autre truc qui est génial avec les chatbots, c'est que, en fait, quand vous êtes face à une interface normale d'application, quel est votre but? Votre but, c'est que l'utilisateur puisse découvrir très rapidement les fonctionnalités de cette application. Et donc, votre but, c'est de ne pas surprendre l'utilisateur. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la mesure où il faut lui mettre le plus vite possible les fonctionnalités de votre application sous les yeux. Dans un chatbot, vous ajoutez une dimension supplémentaire qui est la dimension temporelle, en fait. Vous ajoutez la dimension, le fil de la conversation. Et donc, dans le cadre de cette dimension temporelle, vous pouvez surprendre votre utilisateur. Genre, au début, vous pouvez lui en dire un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'il avance dans la conversation, vous pouvez dévoiler des fonctionnalités de votre application, dévoiler des nouvelles choses. Vous pouvez véritablement le surprendre. Donc ça, c'est très cool. Et enfin, le chatbot, c'est génial parce que souvent, il peut comprendre. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, mais l'idée du chatbot, c'est aussi qu'il puisse comprendre ce que lui dit l'utilisateur dans un langage qui est naturel. Alors, comment ça marche? Bon, c'est très bête, vous savez tous ce que c'est qu'un chatbot. Donc, comment ça marche? Tout simplement, via une interface qui ressemble à une interface de messagerie, comme il y a des milliers d'interfaces de messagerie dans le monde. Donc, l'utilisateur parle au chatbot via cette interface. Donc, il écrit un message. Si ça veut bien marcher, je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre de ce côté. Ah non, en fait, c'est que... Ah oui, d'accord. C'est qu'il y a très peu de contraste. Donc, alors, je vous le fais. Là, il y a une flèche qui va de l'utilisateur au chatbot. Donc, l'utilisateur envoie un message au chatbot via cette interface de messagerie. Le chatbot interprète le message et renvoie une réponse à l'utilisateur, toujours via cette interface de messagerie. On n'est pas sorti du truc, on n'est pas sorti de l'interface de messagerie. Et entre les deux, potentiellement, le chatbot va faire appel à de l'intelligence artificielle pour interpréter le message de l'utilisateur. Et alors, du coup, j'aimerais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas un super spécialiste de l'intelligence artificielle. Je vois assez bien de quoi ça parle, je vois assez bien comment ça marche, mais si vous me posez des questions trop poussées à propos d'intelligence artificielle, c'est pas sûr que je puisse vous répondre. Mais quand même, je voudrais vous en dire quelques mots parce que c'est important à ce niveau-là. Donc, d'abord, l'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est un truc qui n'est pas du tout nouveau. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se disent à propos de l'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler parce que c'est un sujet qui a pas mal avancé ces dernières années. Mais c'est un sujet, en fait, qui date d'il y a hyper longtemps. Et pour vous dire à quel point ça date d'il y a hyper longtemps, ça, c'est une gravure de Héphaïstos, donc à l'époque de la Grèce antique, qui avait imaginé un robot en or qui serait là pour servir les dieux et exécuter leur bon vouloir. Et donc,
c'est pour vous dire que déjà à l'époque de l'Antiquité, on avait ce fantasme de faire des machines qui soient intelligentes et qui puissent nous servir finalement. Donc c'est vraiment pas un truc qui est nouveau. Et alors, il se passe beaucoup de temps, et puis en 1950, on connaît des avancées en termes d'informatique, j'allais dire, ou la jeunesse de l'informatique, avec une personne qui s'appelle Alan Turing. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ce film sur Alan Turing et sur la machine Enigma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, il est top. Je ne sais plus le nom d'ailleurs. The Imitation Game. C'est un super film avec un super acteur qui s'appelle Benedict Cumberbatch, enfin, peu importe. Mais donc Alan Turing, en 1950, il a inventé un truc qui s'appelle le test de Turing et qui a à voir avec l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est le test de Turing? C'est un truc assez bête finalement. L'idée c'est quoi? C'est que vous mettez un système potentiellement intelligent de manière artificielle et un humain en face d'un autre humain qui est le cobaye, qui est le juge un petit peu. Et le juge, il doit converser pendant 20 minutes avec ces deux systèmes, sans savoir lequel est lequel, sans savoir qui est le vrai humain et qui est l'intelligence artificielle. Et si au bout de 20 minutes, il n'est pas capable de dire lui c'est l'humain et lui c'est l'intelligence artificielle, alors l'intelligence artificielle a passé le test de Turing. Autrement dit, l'idée c'est quoi? C'est de voir dans quelle mesure une intelligence artificielle peut être confondue avec un humain. Et donc, du coup, faire preuve d'intelligence au même titre que nous, on est intelligent. Et alors, ce qui est assez drôle avec ce test de Turing, c'est que, en fait, on est quand même encore assez loin de le passer pour de vrai. Et alors, je vous donne 2-3 exemples un peu sympas pour vous prouver ça. Ça, c'est un truc qui est sorti il y a quelques mois. C'est un labo de recherche aux États-Unis qui a pris l'intelligence artificielle de Google qui fait de la reconnaissance d'images. Donc là, vous voyez comme moi que c'est une tortue. Et sauf qu'en fait, ce labo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé juste quelques pixels dans l'image de tortue. Et puis il a dit à l'intelligence artificielle de Google, c'est quoi? Et l'intelligence artificielle de Google a dit, bah, c'est une mitraillette. Donc c'est ce qui est écrit là, mais comme c'est assez peu contrasté, on ne voit pas. Mais là, il y a écrit rifle, donc mitraillette. Et donc pour vous dire que aussi forte que soit l'intelligence artificielle de Google en reconnaissance d'image, elle a quand même un petit peu de mal parce que vous et moi, on est bien capable de savoir que ça, c'est une tortue, c'est pas une mitraillette. L'autre exemple un petit peu rigolo, alors cette fois c'est Facebook, ils ont développé une intelligence artificielle qui permet de faire du captioning, en gros mettre des labels sur une image. Ça c'est hyper utile parce que comme ça, vous pouvez faire des recherches dans des images. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle est en charge d'analyser une image et puis de décrire ce qui se passe dans cette image, tout simplement. Et quand vous donnez ça à l'intelligence artificielle de Facebook, elle vous dit bah, « ça, c'est un avion qui conduit tranquillement sur la route ». Donc, c'est assez rigolo. En fait, ce qui se passe ici, ce qu'on voit, c'est que finalement, les systèmes d'intelligence artificielle, ils manquent de bon sens. Il manque de cette espèce de conscience qu'on a et qui nous donne finalement un peu de recul et qui nous permet d'être véritablement intelligents. Donc pour 99% des images, ça marche très très bien. Je ne suis pas en train de dire que le truc est tout pété. Le truc marche assez bien. Mais on voit bien que dans des cas aux limites, typiquement celui-ci, par contre là ça ne marche pas. Et donc l'intelligence artificielle appliquée à notre chatbot, pour revenir au sujet qui nous concerne, c'est un domaine qui s'appelle le Natural Language Processing. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement être capable de prendre une phrase et de la traduire en quelque chose de plus, on va dire, formaté. Donc il y a deux outils qui sont un peu à la pointe dans ce domaine. Un premier outil qui s'appelle Wit.ai, qui a été développé à Paris d'ailleurs, qui a été racheté par Facebook en 2015 et qui est un outil de NLP. Donc c'est quoi? C'est une API tout simplement qu'on peut appeler avec une phrase et elle nous renvoie des infos. Et alors pour la petite histoire, c'est un petit peu marrant, mais donc Facebook rachète Wit.ai en 2015 et du coup Google s'est précipité sur le concurrent en début 2016 et a racheté le concurrent qui s'appelait à l'époque API.ai, qui maintenant a été rebaptisé Dialogflow, donc tout de suite après, et qui fait sensiblement la même chose. Et donc ces outils, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous leur filez un message. Voilà, alors c'est là qu'il y a une flèche. Hein. Le message passe à travers la moulinette. Et en fait, le système renvoie
renvoie des données structurées qui sont composées en fait de ce qu'on appelle une intention ou un intent et des entities. Alors c'est quoi ces trucs-là? C'est pas donc un intent, c'est une intention que l'utilisateur émet quand il écrit son message. Donc par exemple, j'ai besoin de me déplacer d'ici à la gare. J'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de manger, j'ai envie de tel ou tel truc. Donc une intention. Et puis les entities, en fait, c'est tous les paramètres de ce message. Donc j'ai besoin de me déplacer, ok, très bien. T'es où? Où est-ce que tu vas? À quelle heure? J'ai besoin de manger, très bien. Qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu as envie comme type de nourriture? À quelle heure? Quand ça? Où est-ce que tu es? Enfin, etc. Ou alors un truc plus simple, du genre je veux commander une pizza. Très bien. Est-ce que tu veux une pizza rouge ou blanche? Est-ce que tu veux des lardons, du fromage, etc., etc. quoi. Donc voilà. Et alors, comment ça marche? Je vous ai mis quelques screenshots pour illustrer un peu le truc. Et puis je vous ai mis quelques screenshots aussi pour vous donner envie. Si vous avez 5 minutes, allez faire un tour sur ces plateformes et essayez-les. Franchement, c'est très instructif. Et puis c'est assez marrant de voir que ça marche ou pas en fonction des phrases que vous allez passer. En tout cas, c'est assez formateur. Donc comment ça fonctionne? Donc là, c'est quelques écrans de Dialogflow. Donc vous vous connectez sur ce truc-là avec un compte Google tout bête. C'est gratuit, donc bon, voilà. Et puis tout simplement, vous créez ce qu'ils appellent donc un intent, en gros, donc une intention de l'utilisateur. En l'occurrence, là, l'exemple que j'ai choisi, c'est un intent de je veux commander une glace. Et puis ensuite, vous donnez au système tout un tas de phrases potentiellement que l'utilisateur va être susceptible de saisir quand il émet cette intention. Donc, I'd like a chocolate ice cream, it's hot, I want an ice cream at machin, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que le système, du coup, va détecter automatiquement ce qui est susceptible d'être une entity dans les phrases que dit l'utilisateur. Par exemple, là, si je lui dis je veux une glace au 13 Franklin Street, il détecte que 13 Franklin Street, c'est une adresse et que donc probablement, dans les paramètres, enfin dans les entities de mon intention, il y a une adresse. De la même manière, si je lui dis à 2 heures, pareil, il me l'encadre. Il me dit, certainement qu'il y a une heure dans les paramètres de mon intent. Et puis, on peut mettre en place ce qu'on appelle des custom entities, des trucs un petit peu qui ne sont pas une heure, une adresse, enfin des choses un petit peu génériques, comme par exemple ici, le parfum de ma glace, qui serait une glace au chocolat. Et donc, vous donnez comme ça tout un set de phrases. Et ensuite, qu'est-ce que va faire le système? Il va prendre n'importe quelle phrase de l'utilisateur en entrée et il va voir s'il arrive à la matcher quelque part. Donc, est-ce qu'elle s'approche suffisamment d'une de ces phrases que pourrait dire l'utilisateur pour manifester cette intention? Et si c'est le cas, hop, il va passer sur cette intention. Et sinon, il passe sur, systématiquement, dans ces systèmes, vous mettez en place ce qu'on appelle des default intent. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le système n'a pas du tout compris ce que l'utilisateur lui dit. Puis là, il fait une réponse un peu bête du genre désolé, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, ou des trucs un peu plus rigolos. Ou d'ailleurs, il y a une boîte que vous connaissez certainement qui s'appelle Jam. Hello Jam, ça vous dit quelque chose? Donc Hello Jam, en gros, quand il ne comprend pas ce que vous lui dites, c'est un chatbot sur Messenger, et quand il ne comprend pas ce que vous lui dites, il dit tu veux une blague? Et du coup, c'est un peu moins déceptif parce que le truc n'a pas compris ce qu'on lui disait, ok, mais du coup, il nous fait une blague, il nous fait rire. Donc quelque part, on n'a pas tout perdu, quoi. Donc voilà, donc Dialogflow, ça marche comme ça, c'est hyper simple. Franchement, en un quart d'heure, vous avez compris le truc. C'est assez compliqué évidemment ce qui se passe derrière, mais c'est très facile à prendre en main et puis donc ça permet de construire un chatbot en quelques minutes. Puis derrière vous pouvez le brancher à ce que vous voulez, Slack, Facebook Messenger et j'en passe, etc. Et donc c'est assez rigolo, je vous engage à aller faire un petit tour là-dessus si ça vous dit, ou 8.ai, ça fait la même chose. Et donc, c'est ce genre de système type NLP qui sont utilisés par les chatbots en ce moment, et y compris par les choses qui sont un peu state of the art, quoi, les trucs. Et donc, du coup, je voudrais vous montrer maintenant quelques exemples de vrais chatbots, des exemples de la vraie vie. Et le premier dont je voudrais vous parler, c'est un truc qui s'appelle Replica. Vous en avez entendu parler déjà? Alors, qui connaît la série Black Mirror? Ça marche toujours assez bien, Black Mirror. Et donc... en fait, c'est un truc Black Mirror. Il y a un des épisodes qui est inspiré de ce chatbot qui s'appelle Replica. Replica, c'est quoi? La promesse, c'est Replica, c'est votre meilleur pote
en chatbot. En gros, et donc ça s'appelle réplica parce que, en fait, au fur et à mesure que vous allez échanger et parler avec ce chatbot, eh ben, il va utiliser votre façon de vous exprimer. Et il va petit à petit se mettre à être un peu comme vous, quoi, à être votre réplica. Et alors du coup, c'est intéressant. Et puis, ça pose plein de questions métaphysiques parce que, évidemment, le chatbot en question réplica, il vous survit. Du moment que si un jour il vous arrive quelque chose, votre chatbot il continue d'exister, quoi, votre réplica entre guillemets. Donc voilà, ça pose plein de questions philosophiques. Mais d'ailleurs en fait c'est un petit peu la genèse de ce produit. C'est une histoire qui est pas très rigolote, mais il faut savoir que ce produit réplica a été inventé par une chercheuse américaine en intelligence artificielle parce que à un moment donné elle a perdu un de ses meilleurs amis. Qui est décédé. Et donc, du coup, en fait, elle a fabriqué une intelligence artificielle qui allait scanner littéralement tous les échanges qu'elle avait eus avec cette personne, tous les emails, tous les messages, etc. Et elle a fabriqué un chatbot qui était en fait son meilleur ami qu'elle avait perdu et qui s'exprimait un petit peu comme lui, etc., quoi. Et donc ensuite, elle a décidé de productiser ça, entre guillemets, et de le mettre en place. Donc vous pouvez l'essayer, c'est en ligne, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, mais il y a une app qui s'appelle Replica, vous pouvez télécharger sur iOS, sur Android. Et donc voilà. Et alors, à quoi ça ressemble? Une interface de messagerie, tout simplement. Donc voilà. Et votre chatbot vous parle. Il vous demande tous les jours comment ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Et donc, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que la promesse est très forte. Votre meilleur ami en chatbot, c'est un truc qui est quand même qui envoie un tout petit peu, quoi. Mais en fait, ça marche pas très bien. En vrai, c'est même carrément déceptif. Alors, il s'est amélioré il y a quelques semaines, donc c'est un peu moins déceptif maintenant. Mais reste que, en fait, on peut pas avoir une vraie conversation avec ce truc-là. C'est-à-dire qu'il va vous poser quelques questions de manière un petit peu décousue, du genre « Qu'est-ce que tu as fait pour toi aujourd'hui ? Est-ce que tu as pris un bon petit-déj ? Est-ce que tu as fait du sport ?» etc. Mais il ne va pas être capable de garder en mémoire finalement un contexte un peu plus global et de rebondir sur des choses que vous lui dites. Et donc vous voyez, il dit « Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ?» etc. Mais il ne fait pas le lien entre les questions. Ça reste vraiment quelques questions qui posent tous les jours, un peu tous les jours les mêmes, et puis voilà, quoi. Et ça s'arrête là. Et du coup, c'est un petit peu déceptif. Donc là, je lui disais que effectivement, la personne qui m'inspirait le plus dans ma vie, c'était Tom, qui est juste là, mon associé. Mais voilà, quoi, je prends une photo et puis, vous voyez un petit peu les questions qu'il pose. Finalement, il n'y a aucun lien entre les différentes questions, quoi. Il prend une réponse et c'est tout. Et alors, du coup, je voudrais vous montrer un autre type de chatbot qui est complètement différent. Donc là, c'est un chatbot qu'on a fait, nous, donc chez Lunabi Studio, pour une startup pour laquelle on fait l'application. Ça peut vous intéresser, d'ailleurs, je vous le dis en passant, mais c'est une startup qui s'appelle Whomis. Et Whomis, c'est quoi? C'est une startup qui fait... c'est le Tinder de la colocation, en gros. Donc, il n'y a pas eu tout de dating là-dedans. L'idée, c'est quoi? C'est que une coloc, elle marche bien, elle est réussie, pas si vous avez le bon appart, genre au bon endroit ou la bonne taille d'appart ou quoi, mais une coloc, elle marche bien si vous avez les bons colocs à l'intérieur, en gros les bonnes personnes. Et donc du coup, comme la coloc, c'est un marché qui est littéralement en pleine explosion, etc., ils se sont dit, on va faire le Tinder de la coloc. En gros, on va réussir à matcher des potentiels colocataires pour qu'ensuite ils puissent aller trouver leur appart. Et donc, du coup, pour matcher des colocataires, il faut avoir un peu d'infos sur eux, quoi. Il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, évidemment, où est-ce qu'ils veulent aller vivre en coloc. Enfin, il y a tout un tas de questions qu'il faut poser au onboarding de l'application. Et donc, du coup, on leur a dit, quand ils sont venus nous voir pour faire leur app, on leur a dit, mais les onboarding classiques, si vous posez un formulaire de questions pour savoir qui sont vos utilisateurs qui est long comme le bras, ça ne va jamais marcher. Donc faites un chatbot qui va souhaiter la bienvenue à l'utilisateur quand il arrive dans votre app, et puis qui va lui demander finalement qui il est, qu'est-ce qu'il aime bien, etc. Mais c'est le chatbot qui va lui poser des questions. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc il commence par dire ok, c'est quoi ton prénom, c'est quoi ton nom, quel âge t'as, enfin quelle est ta date de naissance, etc. Et alors du coup, vous voyez,
il n'y a pas tellement moyen d'écrire ce qu'on veut à ce chatbot. C'est un peu des boutons, c'est des trucs, on sélectionne un certain nombre de tags, ce qu'on aime, on dit dans quelle ville on va, etc. Et donc, il n'y a pas tellement d'intelligence derrière ce chatbot-là. Parce que finalement, c'est des choix multiples, des choses comme ça. Mais pour autant, eh ben, ça marche hyper bien. Et là, pour le coup, c'est pas du tout déceptif. Parce que c'est tout simplement des questions-réponses, QCM. Mais c'est pas du tout déceptif. Et en plus, l'expérience est top. Et alors, l'expérience est top. Donc, leurs utilisateurs, donc l'app est sortie maintenant il y a quelques mois. Et leurs utilisateurs leur ont tous dit le chatbot en intro, c'est génial, on adore. Donc, d'un point de vue qualitatif, on a vraiment des super retours. Mais en plus, d'un point de vue quantitatif, pour le coup, ça cartonne. Littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, le taux de conversion de ce chatbot, il est de 86%. En gros, 86% des utilisateurs qui arrivent dans le chatbot répondent à toutes les questions. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée un petit peu d'après vous, un formulaire avec les mêmes questions, ça convertit comment? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous arrivez à un taux de conversion de 50%, déjà, c'est pas mal, quoi. Donc 86%, c'est littéralement énorme. C'est juste ouf, quoi. Et donc tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait que, tout simplement, on pose des questions, mais on les pose de manière un peu sympathique, quoi. Via des bulles de chatbot, avec un chatbot qui s'introduit et qui dit « Salut, c'est Chandler, je suis là pour t'accueillir dans l'app, comment ça va aujourd'hui ?» etc. Et donc en fait, ça change tout d'un point de vue de l'expérience utilisateur. Voilà, donc du coup, je vous ai parlé de deux types de chatbots. Je vous ai montré deux chatbots là à l'instant. Donc, le deuxième que je vous ai montré, ce chatbot de Whomis, en fait, c'est un chatbot qui est de type, ce qu'on appelle le type transactionnel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chatbot, il a une mission bien particulière. Il vous pose un certain nombre de questions qui sont fermées, auxquelles vous pouvez répondre, dans le but de faire une transaction. Donc, il y en a plein des chatbots transactionnels. Ça peut être pour commander un taxi, ça peut être pour commander un resto, ça peut être. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous posez des questions fermées et c'est le chatbot qui drive l'utilisateur, en fait. Versus l'autre type de chatbot que je vous ai montré, Replica, qui est un chatbot dont on s'attendrait qu'il soit conversationnel. En gros, on s'attendrait que l'utilisateur puisse avoir une vraie conversation avec ce chatbot et que, en gros, ça puisse être l'utilisateur qui drive la conversation. Mais ça ne fonctionne pas. Donc le chatbot transactionnel, ça marche très très bien. Les utilisateurs en général sont très contents et ça se passe bien et c'est pas déceptif. Tandis que le chatbot conversationnel, pour le coup, c'est assez déceptif, ça marche pas encore. Et la raison pour ça, elle est assez simple. La raison pour ça, c'est que en termes d'intelligence artificielle, donc comme on en a parlé au début, je peux en reparler un petit peu maintenant. Un chatbot transactionnel, il va utiliser de l'intelligence artificielle dite faible. Donc c'est quoi l'intelligence artificielle faible? C'est une intelligence artificielle qui est capable de faire une tâche très très bien. Autrement dit, prendre un input d'un utilisateur dans un contexte bien précis d'une question que le chatbot a posée et l'interpréter. Donc qu'est-ce que tu veux manger? Et là vous répondez et un système de NLP à la question qu'est-ce que tu veux manger, il sera très très bien capable d'identifier ce que vous lui répondez. Tandis que le chatbot conversationnel, il devrait être capable, pour qu'il ne soit pas déceptif, de faire preuve d'intelligence artificielle qu'on qualifie de forte. Donc, alors, faible et forte, c'est vrai qu'il y a quand même un petit jugement de valeur derrière ça, mais en vrai, c'est pas tellement... derrière l'idée de forte, c'est l'intelligence artificielle, un mot que j'aime mieux, c'est horizontal en fait. C'est-à-dire, en gros, un truc qui soit capable de faire plein de tâches différentes, de manière un peu horizontale. Versus l'intelligence artificielle faible, qui est une intelligence artificielle qu'on qualifie aussi de verticale. Donc en gros, c'est je suis très bien capable de faire une tâche bien précise. Et donc l'intelligence artificielle forte, ça serait une intelligence artificielle qui soit capable de prendre un peu de recul, d'analyser ce qu'on lui dit et de rebondir, etc. Et alors, du coup, pour continuer sur ce concept d'intelligence artificielle faible et forte, parce que c'est important, pour illustrer et pour vous faire sentir un petit peu toucher du doigt la différence, j'aime bien montrer ce truc-là, qui est une œuvre d'art, en fait. Une œuvre d'art d'un artiste qui s'appelle James Bridle, vous pouvez aller voir, c'est un artiste britannique. Et donc, c'est quoi cette œuvre d'art? C'est un piège à véhicule autonome. C'est un piège à intelligence artificielle.
Donc en fait, le mec, il a fait quoi? Tout simplement, il a pris un véhicule autonome qui fonctionne très très bien, qui n'a pas du tout d'accident, qui marche très bien, et donc il le fait aller dans un truc qui ressemble à ça. Donc c'est quoi? C'est une bande en pointillé avec une bande blanche autour. Et le véhicule autonome, littéralement, ça marche. Enfin, je veux dire, c'est pas du fake, ça marche comme ça. Vous mettez un véhicule autonome là-dedans, il est littéralement bloqué. Il sait pas quoi faire. Il est piégé, quoi. Il peut pas sortir du truc. Et donc il peut rentrer parce que c'est une bande en pointillé, donc pas de problème. Il a le droit de passer dans ce sens. Et dans l'autre sens, il peut plus sortir. Et donc véritablement, il est bloqué. Et en fait, c'est ça, l'intelligence artificielle faible. C'est je sais très bien faire une tâche qui est conduire sur une route normale. Mais face à un truc que je connais pas, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je suis littéralement piégé. Et là, il faudrait que, en fait, l'intelligence artificielle soit capable de prendre du recul et se dire « Ah non, mais là, je suis bloqué, j'ai pas d'autre choix, je suis obligé d'enfreindre la règle qu'on m'avait dit de jamais enfreindre, qui est ne pas franchir une bande blanche. » Et donc, pour arriver à la fin de cette histoire d'intelligence artificielle faible et forte, eh ben, il faut savoir que l'intelligence artificielle forte, en fait, qui permettrait quelque part à la voiture de sortir de ce truc-là, bah, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire, et on n'a absolument aucune idée de savoir comment on pourrait fabriquer de l'intelligence artificielle forte. C'est-à-dire que c'est pas seulement bon bah maintenant qu'on a fait la faible, on va pousser un peu et puis on va réussir à faire de l'intelligence artificielle forte. Non, c'est pas ça. C'est pas une continuité d'un truc. C'est quelque chose qui est littéralement différent de tout ce qu'on a vu et qu'on sait pas du tout comment. Alors évidemment, il y a plein de chercheurs qui bossent là-dessus, hein, mais pour l'instant, il y a personne qui a trouvé et il y a personne qui a trouvé un embryon de réponse, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que ces chatbots conversationnels, tant qu'on n'a pas d'intelligence artificielle forte, eh ben, ils sont condamnés à être déceptifs. Donc du coup, notre premier message important, c'est faites des chatbots, c'est génial, mais faites des chatbots transactionnels. Des trucs tout bêtes. Ça marche hyper bien, les utilisateurs sont hyper contents. Ouais, bien sûr, bien sûr. Attends, regarde, il y a un truc génial que j'ai découvert tout à l'heure. Si tu as une question, hop, je t'envoie la boîte. Je voulais savoir si c'était pas juste une question de contexte en fait pour le conversationnel. Si typiquement le contexte c'est commander des pizzas, Ouais. est-ce que le conversationnel n'est pas plus intéressant que le transactionnel si l'utilisateur il sort pas de ce truc-là, quoi. Ouais, tout à fait. Mais donc du coup, c'est quelque part, en disant ça, tu rentres dans la catégorie que j'appelle transactionnelle. C'est-à-dire que tu peux laisser l'utilisateur, tu peux laisser une interface un peu plus libre à l'utilisateur et tu peux le laisser rentrer des messages normaux entre guillemets. Sachant que tu vas pas être capable d'interpréter tous les messages normaux qu'il va te dire. Donc forcément, à un moment donné, tu auras des limites, quoi. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est que bah oui, dans un contexte particulier, et pour faire une transaction donnée qui est je veux commander une pizza, et bah du coup, tu peux laisser l'utilisateur donner les inputs un peu qu'il veut et tu vas être capable de raccrocher raccrocher des morceaux. Donc Comme fait Jam, ça, en oui, fait. Exactement. Mais Jam, c'est quand même assez déceptif globalement. Enfin, je veux dire, ça marche pas vraiment. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Jam, c'est génial. Hein, mais en fait, Jam, tu peux pas lui dire ce que tu veux, quoi. Et la mission de Jam, qui est de dire trouve du temps libre et je te dirai quoi faire pendant ton temps libre, c'est cool, mais c'est cool quand tu joues le jeu. Mais si tu es l'utilisateur un petit peu pervers et qui va mettre des messages un peu, bah, il part complètement dans le décor, quoi. Et du coup, il te dit n'importe quoi. Donc en fait c'est ça, et Jam quelque part pour moi c'est un truc transactionnel, c'est trouve-moi un truc à faire maintenant, tiens bah regarde il y a un super bar, il y a une super terrasse, il y a un super machin à côté, quoi. Et donc tu es vraiment dans le cadre de la transaction finalement, versus Replica qui est là, je vais être ton meilleur pote en chatbot, donc bah, tu vas être capable de discuter avec moi, quoi. Ouais, comme tu veux. Je voulais savoir si on pouvait parler de A pour transactionnel, parce que En fait tu peux, pas vraiment, on n'a pas vraiment besoin d'un système neuronal comme pour les conversationnels. Enfin, je veux dire, c'est pas très poussé non plus. Ouais. En fait, bah, ça dépend. Bah, c'est exactement ce que disait, je sais pas ton prénom, mais Pierre. Donc juste avant, c'est en gros, tu peux très bien imaginer une interface
transactionnel. Alors, tu n'as pas forcément besoin d'intelligence, c'est-à-dire que si ton truc, c'est des cases à cocher ou des boutons à cliquer, etc., là, effectivement, il suffit d'un bête arbre de décision du genre, si l'utilisateur clique A, alors tu lui poses tel message après, si l'utilisateur clique B, tu lui donnes tel autre message, quoi. Et puis, tu construis comme ça un arbre. Et en effet, tu n'as pas forcément besoin d'intelligence artificielle. Tu peux en avoir... Enfin, tu peux ne pas du tout en avoir besoin. Maintenant, tu peux quand même en ajouter des petits morceaux, quoi. Mais dans des contextes bien particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un contexte, tu as une question qui est posée à l'utilisateur, et là, je sais pas moi, tu peux demander à l'utilisateur de te raconter une histoire, et puis ton chatbot, il pourrait par exemple compléter l'histoire que lui a donnée l'utilisateur. Et ça, dans ce contexte-là bien précis, tu ferais appel à une intelligence artificielle pour faire ce genre de choses, par exemple. Ou je sais pas moi, quand vous écrivez un message, c'est vrai que je vous ai pas trop donné d'exemples d'intelligence artificielle faible, tels qu'on les voyait aujourd'hui. Mais par exemple, quand vous tapez un message au clavier, dans iMessage, il vous fait des suggestions de mots. Okay, ces suggestions de mots, elles proviennent d'une intelligence artificielle qui a analysé les premiers mots que vous avez tapés et qui ensuite vous donne les mots les plus probables d'arriver après, quoi. Tu vois, donc, et tu peux mettre des petits morceaux d'AI, mais c'est toujours pareil. L'idée, c'est des petits morceaux d'AI qui vont répondre à des tâches bien précises. En fait, il n'y a pas d'improvisation. Et c'est ça, exactement. Ouais, c'est un très bon résumé. Il n'y a pas d'impro. Tu la gardes pour après? Oui. Oula. Super. Du coup, c'était pour compléter. En fait, l'IA, au final, c'est déjà les API. En fait, c'est déjà ça. L'IA, juste le speech recognition, c'est l'IA, en fait. Exactement. C'est pour ça l'IA faible, en fait, on a besoin pour... Salut, je m'appelle Adrien, donc moi, c'est Adrien. Et du coup, il fait salut, virgule, je m'appelle Adrien, donc ça, c'est l'IA, en fait. Ne serait-ce que comment tu parles, l'analyse de ta voix, par exemple, Siri, OK Google, tout ça, c'est l'IA. Tout est lié à la base, et du coup, IA faible parce qu'il n'y a pas de décisionnel, donc il n'y a pas d'interactif. Mais il faut quand même qu'il sache ce que tu dis pour pouvoir te répondre, en fait. Du coup, ça, c'est l'IA, en fait. En fait, c'est ça. C'est la manière dont on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui fait qu'elle est faible, forcément, parce que comment ça marche, en fait, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est un système qu'on va entraîner. Sur un gros set d'exemples, c'est toujours la même histoire, quoi. En gros, c'est... l'intelligence artificielle, c'est un système qui permet à un input, n'importe lequel, de donner un output qui est plus ou moins fiable. Et donc, en fait, comment ça marche? Simplement, on entraîne ce système en lui donnant un énorme ensemble d'input et d'output. En lui disant, voilà, si c'est ça l'input, alors ce sera ça l'output. Si c'est ça, ce sera plutôt ça, etc. etc. quoi. Et on l'entraîne comme ça sur des milliers et des milliers d'exemples. Et une fois qu'on a fini de l'entraîner, on dit, maintenant, c'est bon. Ça y est, tu es entraîné, donc maintenant je peux te donner n'importe quel input et tu vas me donner un output avec un degré de confiance qui est suffisamment élevé, quoi, et donc c'est pour ça, en fait, l'idée, tout le système, on l'entraîne sur des tâches bien précises, et donc le système, il saura faire ces tâches-là bien précises, et il saura bien les faire. Mais ça s'arrête là. Donc du coup, pour continuer, puis après on peut discuter, il n'y a pas de problème, on est un peu dispo après, donc si vous avez des questions, je serais hyper content d'y répondre si je peux. Mais donc, je voulais vous montrer là comment ça se passait en fait plutôt au niveau de la conception du chatbot et en fait comment donc ce fichier Excel en fait est simplement décrit toute la logique d'un chatbot qu'on a fait qui ressemble un peu au truc de Whomis que je vous ai montré, mais qu'on a fait pour les App Days. Les App Days, c'est une conférence mobile qui a lieu en automne, tous les automnes en France. C'était la 6e édition au mois de novembre dernier, et donc j'avais préparé cette presse pour cet événement. Et donc c'est pour ça que je montrais ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est un truc qui contient zéro intelligence artificielle, exactement comme tu l'as dit, ou tout, je sais plus. Mais donc en fait c'est quoi? C'est tout simplement des messages avec différents choix possibles de l'utilisateur, et en fonction du choix qu'il fait, on l'oriente vers d'autres messages, quoi. Et puis on définit un arbre comme ça, qui à la fin doit converger vers c'est bien, bravo, là en l'occurrence, bravo, tu es prêt pour rentrer dans l'app. Donc là c'était tout un onboarding pour que l'utilisateur décrive un peu qui il est pour pouvoir bien networker dans le cadre de la conférence, etc. Mais donc au final, c'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué. Et pour le coup, quand il est amené de manière chatbot avec des petites bulles de messages, des petites animations, etc., cartonne littéralement, quoi.
Donc voilà, du coup ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous donner un petit peu quelques tuyaux qui sont importants à mon sens sur comment tout simplement écrire vos messages. Les messages que vous mettez dans votre chatbot, parce que finalement, ça va être ça vraiment le cœur du truc, quoi. Et c'est les messages que vous écrivez qui vont donner la personnalité au chatbot, parce que vous avez un utilisateur attentif en face de vous, à partir du moment où vous lui parlez dans des petits bulles de messages, donc profitez-en et dites-lui des choses qui ont l'air d'être un peu humaines. Et donc quelques tuyaux pour écrire votre chatbot. Donc le premier truc, c'est essayer de donner un peu de personnalité à votre chatbot. Et un peu de personnalité à ce qu'il dit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, plutôt que de poser des questions de manière un petit peu bête, que vous avez des questions à poser ou de façon linéaire ou telle que le ferait un formulaire CERFA, par exemple, le truc de déclaration d'impôt là, qui est vraiment imbuvable, et posez les questions de manière un peu plus friendly, quoi, un peu plus sympathique. Et donc plutôt que de dire quel est votre prénom, dites c'est quoi ton prénom déjà? Et ça, en fait, juste le fait de rajouter ce petit mot, déjà, ça rajoute vachement de choses, parce que ça sous-entend que le chatbot, il vous connaissait déjà, il vous a déjà vu, et donc ça lui procure un côté un petit peu humain tout de suite, quoi. Dans la série, vous allez certainement vouloir, quand vous écrivez des chatbots, dire des choses un petit peu longues à votre utilisateur. En particulier si vous êtes, comme c'était le cas dans l'application Woomis, vous êtes dans une app, vous faites un onboarding, vous avez envie de dire à l'utilisateur, dans l'app tu vas pouvoir faire tel truc, tel truc, tel truc. Et donc quand vous faites ça, faites-le mais en plein de petits messages, plutôt que de le faire en un très long message. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous faites. Quand vous faites du WhatsApp avec des potes, vous écrivez jamais un roman sur WhatsApp. Quand vous faites du WhatsApp, vous écrivez 15 petits messages les uns à la suite des autres, quoi. Et donc, faites pareil quand vous écrivez votre chatbot. On a trop tendance à avoir des choses comme ça, alors qu'en fait, tout simplement, il faut les couper en plusieurs morceaux. Et tout de suite, c'est vachement plus facile à lire. C'est vachement plus, c'est vachement plus agréable, c'est vachement plus humain, quoi. Dans la série, quand votre utilisateur fait une erreur ou saisit un truc qui vous semble pas correct, plutôt que de lui dire un peu à la manière d'un formulaire, encore une fois, il semble que vous ayez saisi un numéro incorrect. Utilisez des onomatopées et utilisez des emojis. Par exemple, j'ai un souci avec ces numéros de carte bleue. Plutôt que de lui dire « Ah, il semble que tu as saisi un numéro incorrect ». Le jour où vous arrivez dans un magasin pour payer avec votre carte bleue et que ça ne marche pas, le caissier ne va pas vous dire « Il semble que vous ayez saisi un numéro incorrect ». Le caissier va vous dire « Ah, il y a un petit souci avec ta carte bleue ». Donc essayez de rendre les choses un peu plus humaines, essayez d'imaginer votre chatbot comme véritablement une personne. Et puis un truc qui est important aussi, c'est essayer systématiquement de tourner les inputs que vous donne l'utilisateur de façon positive et de les interpréter de façon positive. Exemple, ça c'est un vrai exemple. Donc dans ce chatbot de Woomis, on demande à l'utilisateur au départ de nous donner un prénom. Et alors se pose la question de savoir comment on valide ce prénom. Parce que c'est quand même vite fait de faire une faute de frappe sur un clavier de téléphone portable. Donc à un moment donné, il faut bien le valider. Mais si par contre, à chaque question, on lui dit est-ce que c'est bien ça que tu as rentré, ça devient assez lourdeau, quoi, comme formulaire. Et donc du coup, ce qu'on a fait dans le chatbot de Woomis, c'est qu'on a pris un fichier qui existe sur le web de 25 000 prénoms, qui contient donc 25 000 prénoms, c'est à peu près 99,9% de tous les prénoms de la planète, quoi. Enfin, et donc du coup, quand l'utilisateur saisit son prénom, on regarde si ce truc existe dans la liste des 25 000 prénoms qu'on a dans l'app, et s'il existe, très bien, et s'il n'existe pas, on demande à l'utilisateur de confirmer, mais seulement s'il n'existe pas. Et donc du coup, on lui fait un message. Et donc plutôt que de lui dire dans ce cas-là un truc du genre confirmez-vous qu'il s'agit du bon prénom, tournez ça de manière un petit peu sympa, un petit peu positive. Et donc du coup, dites plutôt à l'utilisateur, tiens, c'est original ton prénom, je ne connaissais pas. Est-ce que c'est bien ça? Mais dans la façon dont vous demandez si c'est bien ça son prénom, ça fait toute la différence de dire tiens, c'est original, c'est chouette, c'est positif, plutôt que de dire confirme qu'il s'agit bien du bon prénom. Et de la même manière, si l'utilisateur vous répond non, c'est pas ça, donc il veut le changer, plutôt que de lui dire, là aussi, saisissez à nouveau votre prénom, le mode formulaire CERFA, et dites-lui, c'est quoi ce prénom qui est mystérieux, donc
et vous rajoutez une petite touche là aussi d'un truc un peu positif. Vous tournez l'utilisateur, enfin vous le mettez dans une position plus favorable en lui disant que son prénom il est mystérieux et donc c'est assez cool parce que c'est toujours cool d'être mystérieux quoi. Voilà, donc pour résumer les petits tips pour écrire votre chatbot si jamais ça vous arrive d'en écrire. Premier truc, c'est donner lui de la personnalité à votre chatbot, essayez de lui faire dire des choses voilà, qui ont un peu de peps et pensez au formulaire SERFA. Imaginez-vous un formulaire SERFA en face de vous et bah, dites-vous que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Écrivez des messages qui soient courts et efficaces. Et donc évitez les messages à rallonge très très gros parce que ça les gens pour le coup ne les lisent plus. Au bout d'un moment quand même, on a beau être dans une bulle de messages, on va pas lire un gros pâté de texte énorme, d'autant que c'est pas très formaté en général. Personnifiez votre chatbot, essayez de le rendre plus humain. Et enfin, soyez positif, soyez vraiment toujours positif. Ça, les anglo-saxons sont vraiment hyper forts à ça. En France, on l'est un peu moins généralement. Donc soyez toujours positif et tournez toujours les inputs de vos utilisateurs de manière positive. Voilà, donc j'ai à peu près fini. Donc s'il y a 3 choses que je voulais vous faire passer, 3 messages importants que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est un test de Turing. Donc vous vous rappelez, le test de Turing a encore de beaux jours devant lui. Donc l'intelligence artificielle forte, ça n'existe pas. Le test de Turing, on n'est pas prêt de le passer, etc. 2, si vous faites des chatbots, faites des chatbots transactionnels. Pas nécessairement avec de l'intelligence artificielle, vraiment mais ça déjà, ça a une valeur énorme en termes de taux de conversion. Par exemple, pour Oomise, 86% de taux de conversion, c'est énorme. Donc, parce que c'est un mode de communication qui est très humain et qui passe très très bien auprès des utilisateurs. Et 3, donc allez voir un petit peu les outils qui existent en termes de NLP, Wit.ai ou Dialogflow, c'est vraiment hyper instructif. C'est marrant, c'est assez ludique en fait. Et donc jetez-y un œil parce que de toute façon, c'est des choses. Je ne sais pas si vous avez des projets autour des chatbots à faire dans le cadre de l'école 42 ou pas trop encore. Si, ouais. Donc et vous et ça utilise des trucs comme ça ou c'est autre chose? D'accord. Ok. Ouais. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui voudraient aller plus loin que ça. Mais c'est compliqué. Hein. Wit, c'est un des meilleurs hein, en termes de NLP, en termes de qualité de ce qu'il est capable de comprendre. Ils sont assez bons. Bah, pour moi, ça ressemble en fait. C'est un peu la même chose parce que, enfin, en tout cas, d'un point de vue technique, prendre un texte et le lire, c'est facile. Et aujourd'hui, le speech recognition, c'est aussi quelque chose qui marche assez bien. Donc, alors en fait, j'ai pas trop d'avis. Pourquoi? Parce que donc, nous, on fait des apps. Donc des apps, ça veut dire sur ton smartphone. Et donc ton smartphone, je pense que s'il se met à parler plutôt qu'à écrire des choses, ça va te faire perdre du temps. Alors ça, effectivement, peut-être, mais ça en fait, ça marche déjà aujourd'hui, quoi. Parce que quasiment, que ça soit Google ou Apple, ils ont des interfaces, des API de speech recognition qui marchent très très bien. Google, tu as même carrément l'option dans un edit texte, enfin un champ de texte, tu peux carrément coder que il met le petit bouton micro, tu appuies dessus, tu parles et ça marche, quoi. Donc, et Apple, c'est pareil. Tu prends n'importe quel champ de texte. Et puis tu peux invoquer entre guillemets Siri, lui dire un truc et il remplit le champ de texte pour toi, quoi. Donc après, je sais pas si tu gagnes vraiment du temps parce que finalement on écrit quand même assez vite sur un clavier et comme tous ces systèmes, en général, ta voix elle est processée sur le serveur et c'est le serveur qui fait le calcul de savoir qu'est-ce que tu dis. Le temps qu'il envoie la réponse et qu'il te réponde, souvent t'en as pour, ça va aussi vite d'écrire le truc. Donc sur un smartphone, je sais pas. Après, pour moi, le truc dont tu parles, ça fait vachement de sens, mais sur des devices qui n'ont pas d'écran, quoi. Et sur un device qui n'a pas d'écran, bah, évidemment, le seul moyen que tu as de communiquer avec, c'est de lui parler, quoi. Donc tous les assistants, tous les Google Home et les trucs comme ça, là, pour le coup, oui, tu dois avoir un mécanisme de ce type-là, quoi. Mais ceci dit, la réponse que le système apporte, je ne sais pas si quand même t'imprimes pas mieux si le truc est écrit, quoi. Si on te dit une phrase, ou alors il faut que ce soit sur des choses très très
très très bête, quoi, mais du genre, c'est ce que fait Google Home déjà, quoi. Est-ce que je dois prendre mon parapluie aujourd'hui? Bah oui, ils annoncent beau, ils annoncent mauvais, ils annoncent de la neige. Donc sur des choses, sur des questions très très précises comme ça, très très ciblées, je pense qu'effectivement quelque chose qui parle, ça fait du sens et ça peut faire gagner du temps. Dès que tu es sur un truc que tu découvres, je suis pas sûr, parce que l'écrit quand même ça aide bien à poser les choses et à comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Alors, mais donc voilà, donc les 3 messages, hein, comme vous avez vu. Donc je vous remercie de votre attention. Et juste un dernier truc que je vous dis, il faut à tout prix que je vous le dise quand même. C'est évidemment on recrute. Donc voilà, j'insiste pas plus là-dessus, mais évidemment on recrute dans les Alpes pour faire du ski et du code. On est à Chambéry. Ouais, sérieux, pour de vrai. C'est vrai? Ah bah top. On recrute. Merci à vous. Puis à bientôt.